Valérie Baudouin et Raphaël Jacob sont là pour notre chronique américaine. On en parle depuis lundi de ce protocole d'entente, on va appeler ça comme ça, entre les États-Unis et l'Iran. Certains détails ont été obtenus par CNN. En voici quelques-uns que nous avons préparés pour vous. Donc, négocier pour un accord de paix durable pendant 60 jours. La fin des hostilités sur tous les fronts, y compris au Liban. Ça interpelle Israël. Création d'un fonds de 300 milliards de dollars pour reconstruire l'Iran. C'est là que ça devient un peu flou sur les deux derniers éléments. L'Iran maintient le statu quo sur son programme nucléaire. L'Iran réaffirme qu'elle ne produira jamais d'armes nucléaires. Difficile de réconcilier les deux. Valérie, qu'est-ce que vous comprenez de ce protocole d'entente? Oui, puis j'ai vu là, dans les dernières minutes que la Maison-Blanche a aussi publié cette entente-là selon ce que j'ai vu dans les dernières dépêches. Et il semblerait que ce soit la même chose justement qui circule depuis ce matin. Alors, bon, il y a des choses qui sont pas surprenantes, c'est-à-dire, si on le savait, d'avoir cette réouverture du détroit d'Ormuz, la fin du blocus, l'Iran qui se retire aussi des mesures militaires qu'il prenait pour empêcher les navires de circuler. On a 60 jours pour s'entendre. Mais sur le nucléaire, ça reste assez flou, là. Il n'y a pas de contraintes non plus. Et d'ailleurs, il s'est fait assez cuisiner Donald Trump à ce sujet-là. Lors de son point de presse, on en reparlera peut-être un peu, mais c'est de dire qu'on ne va pas développer l'arme nucléaire. On n'est pas en train de bien encadrer le fait. Il y a des inspections, il ne faut pas le développer pour le civil. Il semblerait qu'il n'y a pas ça justement dans ce protocole d'entente. Et ce fameux fonds de plusieurs centaines de milliards de dollars, le 300 milliards de dollars pour aider le fonds d'investissement de l'Iran. Ça aussi, c'est flou. L'argent vient d'où? Est-ce que c'est les pays du Golfe? Est-ce que les États-Unis vont en mettre? Trump avait assuré qu'on ne prendrait pas l'argent des contribuables. Mais quand même, tout ça, pour moi, il y a quand même un flou autour de ça. Et bien sûr, comme vous l'avez dit, Israël par rapport au Liban, gros point d'interrogation pour ma part encore. Raphaël, qu'est-ce que vous comprenez? Que lorsque vous êtes dans une situation où vous n'avez pas de rapport de force et que vous êtes dans un conflit de la sorte, vous avez deux options fondamentales. Et là-dessus, les conflits avec la Russie et l'Iran sont très semblables. Les deux options sont mauvaises, vont faire mal paraître. La première option, c'est de continuer dans un bourbier sans fin. L'histoire russe et ukrainienne, on la voit depuis 4 ans et demi. On ne fait pas de concessions, le conflit perdure, on n'avance pas. L'autre option, c'est de faire des concessions. C'est exactement ce que les États-Unis sont en train de faire, même s'ils ne le présentent pas comme ça. Le problème, d'un point de vue politique, d'un point de vue de politique intérieure, c'est que vous faites attaquer sans relâche, comme étant mou, comme faisant des concessions à un adversaire, à un rival, à un ennemi. Et comment est-ce que l'administration Trump va être en mesure de justifier politiquement à la maison, notamment ce que Valérie mentionnait il y a un instant, ce fameux fonds à la hauteur de centaines de milliards de dollars en retour d'essentiellement rien? Et la grosse nuance, il y en a une d'un point de vue politique et géopolitique et économique entre le conflit en Ukraine et celui en Iran, c'est celui-ci. C'est qu'en Ukraine, et je le dis évidemment avec empathie, si ça continue mois après mois, année après année, ce qui se passe concrètement, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de Russes et de soldats, et d'Ukrainiens qui continuent à décéder. Mais si ça continue en Iran, c'est l'économie entière de la planète qui est à risque. Donc, il y a une pression qui est mise pour faire des concessions, ce qu'on voit présentement. Voilà, puis c'est ce qu'on a constaté, là, la pression sur l'économie mondiale à partir du moment où le détroit d'Ormuz est bloqué. Dans le fond, est-ce qu'on comprend, Valérie, que Donald Trump se cherchait une porte de sortie, il l'a obtenue, puis là, il essaie de passer à travers cette porte de sortie? Oui, et il dit que finalement, il s'entend bien avec ce régime-là. Puis j'ai oublié de le mentionner parce qu'il y avait beaucoup de points de détail, mais le fait aussi qu'on dit qu'on ne va pas se mêler des affaires internes de l'autre pays. Et avant, Donald Trump disait il faut qu'il y ait une chute de régime. Il disait aux Iraniens, lorsqu'il y avait des manifestations puis il y avait des milliers de morts, l'aide s'en vient. Là, on est en train de dire qu'on signe un document où on ne va pas se mêler non plus des affaires internes. Alors ça aussi, c'est un point qui peut sembler anodin, mais pour moi, qui est quand même très, très important dans les circonstances. Et assurément, il se cherche une porte de sortie. Et lorsqu'il est cuisiné à savoir comment on peut garantir que tout ça va tenir, c'est toujours je vais recommencer à les bombarder. Ils n'ont rien vu encore, ils vont avoir des bombes, on va tout anéantir, j'ai le pouvoir de le faire. On revient un peu aux menaces qu'on voyait sur les réseaux sociaux jour après jour. Et on voit aussi pourquoi les Israéliens, essentiellement, n'ont pas été consultés. C'est exactement ce dont on se parlait hier. C'est-à-dire que cette affaire-là ne fait aucunement leur affaire. De un, parce que lorsqu'on parle d'ingérence au sein de l'Iran,
Disons-le très franchement. C'est ce que les Israéliens veulent faire depuis la première heure. Ce régime-là, ils veulent le faire tomber. Au minimum, ils veulent le morceler à partir du moment où on s'engage à ne plus s'ingérer, ne plus intervenir potentiellement au sein de l'Iran. Ça devient problématique. Et sur la question, je reviens toujours à ça, de la survie même du régime, le fait que les Israéliens doivent s'engager non seulement à ne pas intervenir, mais à accepter que leurs grands frères, les États-Unis, laissent en place ce régime-là, c'est une fin de non-recevoir. Et ce qu'on voit depuis hier, c'est une levée de bouclier. Ça aussi, on en avait parlé brièvement à l'émission. Plus les heures avancées, plus on l'a vu dans l'espace public, dans l'espace médiatique, plus néoconservateurs aux États-Unis, c'est-à-dire les républicains, les voix républicaines qui sont interventionnistes, souvent qui sont pro-israéliennes, ils sont en train de se déchaîner contre J.D. Vance, qu'ils veulent présenter comme l'espèce de bouc émissaire de cette entente-là. Et l'ironie... Parce que Vance était moins faucon, oui, n'est-ce pas? Et la plus grande ironie, et peut-être tragédie politique pour Vance, ça vous montre comme quoi la politique peut être souvent très injuste, c'est que si le président avait écouté, son vice-président avait écouté M. Vance, presque assurément, il n'y aurait pas eu ce bourbier-là en premier lieu, parce que Vance ne voulait pas de cette guerre-là. Et évidemment, il est le premier à essayer d'arriver à une fin de conflit, donc arriver à des concessions, ce qui fait en sorte qu'on l'attaque comme étant il est faible, il fait des concessions face à l'ennemi. Est-ce que sur je peux juste... Israël. j'allais juste ajouter un petit point sur J.D. Vance qui me fait bien rire dans le point de presse de Donald Trump dans le cadre du G7. La dernière question qu'il a prise d'un journaliste de Fox News, c'était, dans le fond, si ça fonctionne pas, vous pouvez mettre la faute sur votre vice-président. Puis si ça fonctionne, vous allez prendre le crédit. Et Donald Trump a dit, parfait, merci pour l'idée. Donc, si ça fonctionne, c'est grâce à moi. Et si c'est un échec, désolé, J.D., mais ça ira dans ta cour. Alors, nous, on le dit ici en analyse, mais lui, carrément, a dit ça. Je comprends qu'il y avait un ton humoristique, mais je pense qu'il y a un fond de vérité là-dedans aussi. Ce n'était pas que de l'humour. Et un point additionnel très rapide, et ça, il est beaucoup moins drôle, mais je pense qu'il est digne de mention. On a posé une question au président, le même point de presse, par rapport à ces quelques 200 fillettes iraniennes qui se sont fait littéralement incinérer au début de la guerre. Un incident pour lequel ni les Israéliens ni les Américains ont même offert en date d'aujourd'hui, ne serait-ce qu'une excuse Ça, c'était publique. le bombardement d'une école, c'est ça? Exact. Au tout début. Et on a beau dire c'est une erreur, il reste que ça a été fait. Donc, si on termine cette guerre-là, Sébastien, avec essentiellement rien qui a été gagné, je m'excuse, mais cette question-là aussi va devoir être posée et reposée. C'est-à-dire, comment pouvez-vous possiblement justifier d'avoir tué ces gens-là? Et j'ajoute aussi rapidement, pour ceux et celles qui disent « Oui, mais le régime tuait déjà des femmes et des enfants », ce régime-là va rester en place même après la guerre. Tout ce qu'on va avoir fait, c'est créer encore plus de victimes. Il n'était pas supposé y avoir une enquête sur ce bombardement-là? C'est ce que Donald Trump a dit, mais... Ouais. Mais on connaît... OK. On verra où ça nous mène. Sur Israël, Valérie, M. Trump a démontré, à mon avis, un peu d'exaspération à l'égard de Benjamin Netanyahou. Il a dit à un moment donné, je lui ai dit à Netanyahou, c'est pas parce qu'il y a un membre du Hezbollah qui rentre dans un immeuble au sud du Liban que tu es obligé de bombarder cet immeuble-là. Donc, Israël, là-dedans, fragilise... Est-ce que Israël est un élément fragilisateur de cette entente-là, dans la mesure où Israël n'a pas été partie prenante, ils ont appris par la bande à peu près ce qu'il y avait dans cette entente-là, et pourrait vouloir, comme Raphaël le disait, poursuivre ses objectifs militaires. Oui, puis de ce que je comprends, Mark Carney avait vu l'entente avant même Netanyahou, de ce qu'il y a eu dans les différentes dépêches. Alors, juste là, ça veut dire beaucoup. Et si je reviens à la question directement, oui, c'est un élément qui peut fragiliser l'entente parce que, imaginons que lundi, mardi, mercredi prochain, peu importe, on a vendredi la date vraiment de signature officielle, ça peut même être quelques heures plus tard. On a d'autres frappes à Beyrouth, il y a d'autres frappes aussi dans le sud du Liban. Israël étend ses activités. Bien, en théorie, les Iraniens peuvent dire, bien, parfait, on recommence des bombardements, soit dans des pays du Golfe, on vise Israël, le cessez-le-feu tombe à l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les Américains peuvent faire? C'est qu'on a vraiment brisé cet accord-là. Est-ce qu'ils vont réagir face à Israël? Est-ce qu'ils vont punir l'Iran pour avoir justement fait des frappes? Si Israël est incluse comme ça, la nation est incluse dans ce document-là sans avoir été consultée, c'est incroyable. C'est vraiment d'imposer quelque chose à une autre nation qui, comme Raphaël l'a dit, ne veut rien savoir de cette entente-là. Je le fais très rapidement, Sébastien, c'est que c'est pas juste hypothétique. C'est hypothétique quand on se parle de lundi, mardi, mercredi prochain, mais c'est pas hypothétique dans les 24-48 dernières heures. Ce qu'on a vu, c'est que depuis qu'on a commencé à laisser miroiter publiquement cette entente-là, les Israéliens ont recommencé à bombarder le Liban. Mais ce qui n'empêche pas non plus que le Hezbollah pourrait décider de jouer l'agent perturbateur en attaquant Israël, puis en obligeant une réplique d'Israël. Donc, ça peut fonctionner dans les deux sens aussi. D'accord. OK, 60 jours de négociations à venir.
Et signature, demain, c'est bien toujours J.D. Vance, n'est-ce pas, Valérie, qui va signer demain ou vendredi? Vendredi plutôt. Ouais, oui, pardon. vendredi, J.D. Vance à Genève. Trump, bon, il semblerait qu'il ne va pas être là, mais on ne sait jamais. D'accord. On n'est pas à une surprise près. Les amis, merci beaucoup. On se reparle demain. Bon après-midi. À demain.